Euh, c'est pas évident de discuter comme ça d'un film parce que bon, le propre d'un film, c'est d'être là et d'être une espèce de boîte fermée et j'aime beaucoup ça. Et je pense qu'il y a deux entrées pour moi. Il y a d'un côté toute une pensée qui me peuple quand je travaille, quand je fais un film. Cette pensée, elle est vraiment reliée à la pensée de Donna Haraway. Elle est extrêmement liée à la pensée d'Isabelle, qui est aujourd'hui là avec moi. Et je ne rentre pas dans le film par cette pensée-là, c'est-à-dire que c'est une pensée qui m'imbibe en permanence. Et c'est important pour moi de distinguer les choses. Donc il y a une sorte d'entraînement constant qui est le fait d'être pris dans ce flux de pensée que je trouve nécessaire et important aujourd'hui pour repenser, pour réfléchir le monde. Et à la fois, il y a des questions très concrètes qui se posent. Et donc la question de dénaturaliser a été pour moi extrêmement importante à plusieurs registres. D'abord dans une espèce de rapport amoureux et conflictuel par rapport au documentaire, avec cette sacro-sainte notion du réel qui m'intéresse toujours d'effilocher parce que je pense que cette dualité fiction-documentaire est vraiment très mortifère. Ça, c'est une première relation à la discipline. Évidemment, la pensée de Donna elle-même, qui est une invitation à rendre en permanence toute chose, qui trouble en permanence toute chose, qui rend palpable ce trouble. Et puis pour moi, d'une manière très technique, que faire quand on filme Donna, qui est une machine à parole, qui est envoûtante, qui est vraiment une raconteuse d'histoire envoûtante, et comment entrer dans une relation intéressante entre cette machine à parole, parole toujours intéressante, ce qui est rare, je trouve, quand on filme des personnes, et ce qui est compliqué, c'est-à-dire que tout est bon dans les rushs au niveau de la parole. Et comment rentrer dans une espèce de danse au niveau de l'image. Il faut que la sensorialité, le monde énergétique, qui est la chose qui m'importe le plus quand on fait un film, trouve sa place. Et donc, techniquement, ça vient toujours de choses très très simples. C'est-à-dire que j'ai été faire un repérage et je suis parti avec l'idée de me dire je dois filmer, enfin je veux tout sauf Donna qui parle dans son bureau et Donna qui parle dans sa cuisine. Et il se fait que je suis revenu avec des images avec seulement Donna qui parle dans son bureau et seulement Donna qui parle dans sa cuisine, parce qu'il était important pour moi d'accepter l'invitation, l'accueil de Donna, qui, naturellement, comme on fait avec quelqu'un avec qui on se sent bien, on a envie de s'asseoir à la cuisine, boire un thé, discuter, etc. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse vaciller l'ensemble du décor. Que ce film allait marcher si je réussissais à faire vaciller le décor derrière elle. D'où l'idée d'avoir utilisé la technique du green screen, ce qui m'a permis de la filmer une première fois en entretien et une deuxième fois une multiplicité de prises sur le décor. Et je pense que le film a trouvé son existence à partir du moment où ce dispositif est venu se marier avec la pensée de Donna. Ça a été pour moi l'acte premier pour le film. Et une deuxième chose qui me tenait à cœur, si je fais le portrait d'une personne, puisque je pense qu'une personne est bien plus vaste que sa personne, c'était les résonances avec son environnement.
Il me semble que filmer l'environnement d'une personne, c'est dire beaucoup plus que cette notion que je trouve moins intéressante, qui est la notion d'intimité. Donc, il fallait à la fois dénaturaliser et fuir l'intime. C'était pour moi extrêmement important de fuir l'intime et de trouver des résonances dans l'environnement. Je pense que l'environnement autour d'elle parle énormément de manière sensorielle de l'univers et du rapport qu'elle a, à la fois un rapport qui est très connu. On va dire qu'elle est certainement très connue pour être technophile ou en tout cas pas du tout technophobe. Intégrer ça à l'intérieur même de son rapport de la nature que j'ai senti en allant là-bas extrêmement important. On voit dans le film deux maisons, sa maison à Santa Cruz et sa maison qu'elle a construite avec sa communauté magique. Et le lieu même avait une énorme importance. C'est-à-dire que par exemple le texte du cyborg, qui est une ode à la technologie et de rentrer par l'intérieur dans la technologie plutôt de dire que la technologie est d'office mauvaise, de se réapproprier cet outil. Le texte a été écrit, elle l'a écrit en pleine campagne, en pleine nature. Et c'est constamment qu'on retrouve ces signes-là. Et ça a été important pour moi à la fois de trouver un dispositif et d'embrasser l'ensemble de l'environnement pour en faire un portrait sensoriel, je dirais. Est-ce que tu veux réagir à ça? Ouais, ben oui, en fait, disons. Je vais essayer. À la fin du film, la voix de Donna raconte et lit, je crois, un texte qu'elle a écrit et qui fait partie du genre qu'elle appelle SF. Et SF, ça veut dire beaucoup de choses. Science-fiction, c'était la première chose qu'on a d'ailleurs partagée. Et puis, elle est venue avec scientific fabulation, scientific feminism, scientific fact. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'en oublie. Plein. Il y a toute une série. Mais il n'y a pas de... Ça cradle entre les différents termes de SF. Donc, cat cradle, c'est ce jeu des ficelles que vous connaissez. Et le titre de cet essai SF, c'est Les enfants du compost. Et compost est un terme qui est venu, et je voudrais le souligner, est venu apparemment entre elle et son compagnon Rusten. C'est Rusten qui l'aurait proposé. Pas post-human, plutôt compost. Donc vous voyez déjà un rapport assez, comment dirais-je, pas convaincu du tout avec les histoires trop grandes, elle en parle, y compris les grandes histoires critiques. Post-humain. Elle a été dite théoricienne du post-humanisme à cause du cyborg, mais le cyborg commence en disant « ceci est une, comment dirais-je, une tentative de faire pousser de l'espoir là où le cyborg est bel et bien partie prenante d'un appareil qui peut parfaitement nous tuer ». C'est un texte très sombre, c'est pas un texte philotechnique, youpi, on est tous des post-humains. Ça a parfois été lu comme ça, mais vous avez entendu ces rires, mais aussi ces vibrations, je veux dire, ces vibrations. Il nous reste un tout petit peu de temps, peut-être, avant que la continuité de la vie sur cette terre soit, comment dirais-je, plus que compromise, soit en danger. Donc, Compost, je trouve que ton film le réalise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rivalité entre la parole de Donna et les artifices différents que tu emploies, y compris la pieuvre, etc. Il n'y a pas non plus c'est pas un grand discours. Il y a plein de digressions, dont certaines
Hein, elle commence sur quelque chose et puis elle part sur autre chose. Et le film aussi peut commencer sur autre chose et partir sur autre chose. Les images, je veux dire. On ne saura jamais ce qu'elle allait dire avec cette pieuvre en pluche qu'elle tenait. Voilà, Cayenne l'a interrompue. Et on ne le saura jamais. Et c'est comme ça. Et le compost, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas une grande unité. Oh. C'est pas une harmonie, ça ne se développe pas comme une symphonie, c'est pas non plus une lutte, une rivalité, les choses s'interpénètrent. Et dans le film, il y a continuellement une interpénétration du traitement et du rythme des images, du type d'image montrée aussi, et du texte. Par exemple, le moment où elle dit on a besoin d'une pause, et cette pause, c'est un aquarium du Montré que j'avais moi-même à une autre occasion contemplé pendant une bonne quinzaine de minutes, tellement c'est vraiment faire la pause. Donc je crois que c'est un portrait, et c'est un portrait dont les moyens sont apparents, c'est pas naturaliste effectivement, et qui s'interpénètre avec la singularité de celle qui parle et la manière, je crois, dont elle veut être entendue. C'est-à-dire pas de rire sans que la douleur, la souffrance, la question soit toute proche. Et pas de souffrance sans qu'il y ait la possibilité d'un éclat de rire. Et je crois que le film fait ça aussi. Surtout avec son mélange entre ces images d'arbres et de nuit et de Cayenne vieillissante, et tout à coup les morceaux de YouTube avec les vaches, la révolte des vaches, etc. Je crois que là aussi, ces changements de régime de pensée sans rivalité, et tout est sérieux. Je veux dire, il n'y a pas d'ironie déconstructiviste. Dans Compost, il y a au contraire un appel à une imagination pour lesquelles l'idée que la nature est construite est aussi ridicule que l'idée qu'elle est naturelle, si je peux dire. La question n'est pas là. Quand on voit un arbre dire c'est une construction, ben oui, ben commencer à comprendre comment ça marche un arbre, il y a du pain sur la planche. Donc, elle a créé ce terme valise, si on peut dire, nature-culture. Mais c'était pas pour déconstruire ni ce qu'il y a d'important dans la culture, ni ce qu'il y a de passionnant dans la recherche des scientifiques, notamment pour essayer d'approcher cette chose extraordinaire que sont ces arbres. Je vais peut-être dire un mot sur la fabrication du film avec les différents éléments. Et puis je relancerai Isabelle avec une question. Oui, pour moi, ça a été important. Pour faire un portrait, c'est ça qui peut sembler paradoxal. Il me semble important d'éliminer tout discours agéographique autour d'elle, donc d'éliminer les amis, les connexions qui pourraient dire ô combien elle est extraordinaire, etc. Et en même temps, de m'imbiber de l'entièreté de son travail. Moi, je pense que je connais assez mal au fait son travail. Je me sens très proche, très touché, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas un exégète de l'œuvre de Donna. Et c'est quelque chose de plus large qui est venu coïncider avec ma pratique, qui a été ma prise, notamment l'utilisation d'images complètement farfelues, populaires, pour ses PowerPoint. Ça m'a intéressé. La culture qu'elle a constamment de traquer toute une série de petits films amateurs sur YouTube. Et des choses qui pourraient être complètement
disqualifié à la fois dans le champ du cinéma, à la fois dans le champ de la pensée. Et cette mise en articulation de ces différents registres, la tentative du film est vraiment de s'imbiber et d'être peuplé de l'ensemble de Donna. Donc pas simplement la force de pensée qui est vraiment fulgurante quand elle parle, mais toute une série de strates, qui est vraiment un mot qu'il utilise en permanence, c'est-à-dire d'utiliser toute une série de strates qui donnent de l'amplitude au personnage. Et dans ce sens, pour moi, ça a été important d'insérer, par exemple, la vidéo avec les vaches, qui est une vidéo qu'elle adore, et qui a été faite par un ancien étudiant d'un collègue à elle, et elle est constamment en train de se nourrir d'à côté. Et il fallait que je puisse me servir de l'ensemble de ces à côté pour composer les strates du film. Composter. Suis-je bête? Composter les strates du film. Et y compris quelque chose qui pour moi était extraordinaire, qui est le film, la lecture du National Geographic, dont j'utilise des extraits, et qui est vraiment une vidéo qu'elle a produite dans les années 80 sur un an de cours. Donc le cours d'1 an à l'UNIF était de réaliser cette fausse émission de TV. Et l'ensemble de mon film, c'est, je pense, fortement inspiré de ça. Je pense que quand j'ai vu pour la première fois de National Geographic, je me suis dit, ah merde, je vais pas faire mieux, quoi. J'ai été très marqué par ce travail. Et au fait, c'est devenu une source d'inspiration pour l'ensemble du film, en le travaillant de manière totalement différente. Donc il me semble que c'est ça l'ensemble des choses qui m'ont guidé. Et alors j'avais une question sur... Je sais que le rapport au terme anthropocène est souvent problématique. Donna en parle, et donc ça m'intéresserait que tu prolonges et qu'on voit un peu comment chez toi ça résonne, ces réflexions à elle sur l'anthropocène. Oui, elle parle à la fois de l'anthropocène, de ce qu'elle a proposé le Cthulhucène. Cthulhu, c'est un monstre de science-fiction, mais c'est surtout un être tentaculaire. Et pour Donna, il est important de penser la sensorialité, elle a bien dit, hein, les rapports, tout n'est pas relation. Ce qui importe, c'est les rapports, et puis des rapports avec des rapports. Mais les rapports ne sont pas toutes les relations. Donc la tentacularité, avec justement le fait que la tentacularité, ça nous met dans le trouble, parce qu'une tentacule, un toucher peut vous éveiller et peut aussi vous étrangler. Donc rien n'est simple dans l'univers d'Haraway. Elle parle toujours de manière de vivre et de mourir. Et de la même manière, l'anthropocène, moi j'avais parlé de l'intrusion de Gaïa, mais Gaïa, au fond, c'était prendre au sérieux ce qu'ont repéré les climatologues avec leurs modèles, leurs instruments de mesure, leurs calculs, etc. Prendre au sérieux que c'est en train d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et probablement brutalement, la transformation du climat, qu'on ne pouvait le penser, disons, dans les années 80 où on en parlait déjà. À mesure que les modèles se sont complexifiés, que les ordinateurs sont devenus plus puissants, etc., les climatologues ont eu de plus en plus peur. Et se sont sentis dans la nécessité de transmettre cette situation à ceux qui pouvaient changer quelque chose. Donc Gaïa, c'est une des manières dont eux-mêmes parlent de ce que, au sens plus publiable du terme, on appelle désormais le système Terre. C'est-à-dire l'ensemble des intrications, des couplages entre
le sol, l'eau, l'atmosphère et les vivants. Ce qui fait de la planète Terre une planète pas comme les autres. Justement parce qu'elle est... la vie y joue un rôle, comment dirais-je, qui la rend profondément originale. C'est pas seulement parce que Mars est, comment dirais-je, trop froid et que Vénus est trop chaude que la Terre est différente. Elle n'est pas juste à la bonne distance pour que tout soit prêt pour la vie. Non, non, elle est un montage, une véritable création et comme telle, beaucoup plus précaire qu'on ne le pensait. Je veux dire, mon idée, c'est Gaïa est chatouilleuse. Nous l'avons chatouillée maintenant. Sa réponse peut être totalement redoutable et aveugle. Elle ne nous punira pas, hein, parce que la question n'est pas là. Elle est d'une, comment dirais-je, d'une impartialité à toute épreuve, puisqu'elle est la figure de ce que les scientifiques ont découvert. Donc moi, intrusion de Gaïa, ça voulait dire, attention, nous avons toujours conçu l'humain et les aventures de l'humain, y compris ses aventures critiques et déconstructivistes, hein, l'humain comme celui qui fait l'histoire, qui raconte les histoires, et des histoires, comme elle le dit, de grandes histoires, avec beaucoup de tueries, et toujours des vaincus et de tragiques vainqueurs. Donc nous avons toujours conçu l'histoire de la Terre comme celle qui abrite notre histoire. Maintenant, c'est la Terre elle-même qui fait intrusion dans nos histoires. C'est la Terre elle-même qui n'est plus simplement le problème de l'exploiter ou de la protéger, elle est devenue redoutable. Il s'agit de composer avec elle. Alors j'ai été surprise, ça c'était quelque chose que j'avais écrit il y a du temps, quand l'Anthropocène est arrivé. Parce que, alors que jusque-là, dans les milieux académico, artistico, accélérationnistes, toutes ces histoires de climat avaient fait un gros flop, c'était un peu trop réaliste, c'était suspect. L'Anthropocène a fait un buzz du tonnerre. Désormais, si vous voulez des sous, inventez un projet à propos de l'Anthropocène, je veux dire. Ça coule. Donc, et moi, ça m'a très fort emmerdé, ce truc. Haraway était plus pragmatique. Anthropocène, finalement. Mais elle a tout de même participé à la diffusion du Capitalocène et aussi du Plantatiocène. À part le Stulucène, le Plantatiocène souligne que beaucoup de choses ont commencé avec les plantations. C'est-à-dire la colonisation, la destruction des écosystèmes, la traite des esclaves qui ont fait pousser des monocultures, comment dirais-je, et l'ensemble de cette redéfinition de la terre qui va aujourd'hui de plus belle. Le Plantatiocène a commencé vers le XVe siècle et depuis, avec les OGM et tout ça, ça ne cesse de croître et embellir. Donc voilà, il y a des tas d'histoires qui se racontent avec ce mot « scène » qui traduit que nous serions dans une nouvelle époque géologique. Et moi, ça, je dois dire, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que, comme elle le dit, rien que l'idée d'une époque géologique est un peu une bêtise. C'est un temps très court, celui où l'anthropos pourrait être une force géologique. Il ne durera pas longtemps, l'anthropos tel qu'il est parti. Il y a encore très très peu de temps pour éventuellement, comment dirais-je, en finir avec l'anthropos pour d'autres scènes, si je peux dire, d'autres histoires. D'où cette idée, nous devons apprendre à raconter d'autres histoires. Des histoires qui ne sont pas autour du destin tragique, prométhéen d'Anthropos, qui fascine tellement, apparemment encore. Comment raconter d'autres histoires? Et ça, je crois que, et je lui relance la parole, c'est quelque chose qui intéresse très profondément.
C'est vrai, Isabelle. C'est bien notre petit débat. Très, très polémique. Comme vous. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'en t'entendant, peut-être la dernière dimension, après on va vous donner la parole, hein, la dernière dimension qui me semblait importante, le dernier fil qui me semblait important de tirer, c'est vraiment l'importance, et on pourrait dire quelque part une réhabilitation de l'importance du récit, qui est en phase à la fois avec une série de penseurs. Donna est vraiment, Donna Haraway est vraiment importante dès le cyborg dans cette idée de contrefable, dans cette foi, dans l'acte de raconter des histoires et de changer nos perspectives quand on raconte des histoires. Alors il se fait que moi je viens d'une tradition artistique où raconter une histoire est exactement ce qu'on ne devait pas faire. Moi je me rappelle quand je faisais mes études, si on voulait se moquer d'un travail, on disait que ça racontait une histoire. C'est-à-dire que la symbiose entre l'histoire de l'art, je vais ici un peu vite, mais la symbiose entre l'histoire de l'art et la modernité a poussé à bout la logique d'un objet autonome qui n'est plus relié. C'est-à-dire que la force d'un objet, c'est d'être totalement autonome. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, cette notion de récit revient en force, parce que je pense que, effectivement, face à une planète qui est quasiment totalement détruite, il y a vraiment cette importance-là de changer d'échelle au niveau des récits et de trouver une série de failles à l'intérieur du réel où on peut tirer des fils de possible pour vraiment, pour le dire très simplement, pour respirer. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça, et je pense, et c'est quelque chose qui pour moi a été moteur en filigrane dans cette idée de réhabilitation du récit, c'était de me rendre compte que deux auteurs qui étaient très importants pour moi politiquement, parce que bon, il faut dire, pour comprendre mon intérêt pour ces penseurs, que mon entrée a été strictement politique. Je ne m'y intéressais pas d'un point de vue philosophique. Je pense que je suis très peu compétent là-dedans. Et mon entrée, c'était vraiment qu'est-ce qu'on fait quand on veut continuer à se poser des questions politiques et qu'on a l'impression d'asphyxier dans son environnement politique. Et deux penseurs qui étaient extrêmement importants pour moi dans mon cheminement, Isabelle Stengers, ici présente, et Donna Haraway, comme par hasard, alors j'ai découvert ça de différentes manières, étaient toutes deux passionnées de science-fiction féministe des années 80, et ça a eu une énorme résonance en moi sur l'utilité de l'utilisation des récits minoritaires et des récits spéculatifs pour avoir une prise sur ce monde-ci, ici et maintenant. C'est ça qui est important, c'est-à-dire ce n'est pas une fuite vers l'imaginaire. Ça, les milieux que je fréquentais pouvaient me l'offrir, ou alors la refuser totalement. Ce n'était pas non plus l'idée d'utopie, mais c'était vraiment une façon de raconter qui tirait des fils à partir du réel, là, qui est autour de nous, là, maintenant, quoi. Et ça a été pour moi extrêmement important comme acte politique, je dirais, voilà.